Alors, je vais rester assise, excusez-moi, parce qu'il me semblait important de pouvoir avoir un diaporama qui va appuyer mes propos pour les aider, parce que, en fait, on m'a demandé un exercice périlleux en 1 heure de présenter l'économie sociale et solidaire et ce que fait le labo et éventuellement comment on peut apporter quelque chose dans les crises actuelles et si l'économie sociale et solidaire a toute sa place. Donc bon, ça fait beaucoup de sujets. Donc j'ai pensé bien de pouvoir m'appuyer sur un diaporama. Donc je vais vous présenter l'économie sociale et solidaire parce que je ne sais pas. J'ai posé la question et je crois que dans la salle, il y a à la fois des personnes qui connaissent très bien l'économie sociale et solidaire et d'autres qui ne connaissent peut-être pas du tout. Donc là, c'est dans ce cas-là très compliqué parce que certains vont trouver que je zappe un petit peu sur certains sujets parce que je ne suis pas allée assez à fond, et puis d'autres diront que je suis allée trop vite parce que comme ils ne connaissent pas le sujet, je vais trop vite. Bon, je vais essayer de trouver un équilibre entre les deux. Mais voilà l'exercice. Donc je vais vous présenter l'économie sociale et solidaire déjà, donc pour ceux qui ne connaissent mal le sigle, pour bien comprendre d'où ça vient, le labo et les chantiers sur lesquels nous travaillons, pour aller après sur des défis, enfin je vais terminer sur des défis pour l'avenir, et qui peut-être l'ensemble de cette présentation permettra de répondre si l'économie sociale et solidaire, puisque le titre a été choisi, peut répondre à la crise. Allez savoir. Donc déjà comprendre le sigle, parce que le sigle économie sociale et solidaire, c'est un acronyme qui n'est pas connu dans le grand public. Quand on parle dans notre cercle restreint, évidemment, on connaît très bien l'économie sociale et solidaire, mais quand on parle au grand public, finalement, ça ne dit rien à personne. Et puis, de surcroît, certains diront que c'est un oxymore, c'est-à-dire que c'est finalement pourquoi coller solidaire et social à économie. Ça paraît complètement antinomique, c'est voire une absurdité pour certains, donc c'est pas forcément évident. Et pourtant, l'économie sociale et solidaire est à la croisée de plusieurs chemins, qui sont des chemins de pensée, des mouvements qui datent depuis longtemps pour certains, et ces mouvements sont complémentaires et donnent lieu à cet acronyme économie sociale et solidaire, avec quelque chose en commun, c'est que c'est une économie qui est au service de l'homme, de son environnement, et qui n'est pas au service du profit. Donc c'est une économie aussi qui est inscrite dans tous les domaines. Dans l'alimentaire, 80% des agriculteurs sont des coopérateurs. On connaît les coopératives de construction. Si on prend dans le domaine des soins, 90% des établissements pour personnes handicapées sont gérés par le monde associatif, etc. Dans le monde financier, 60% des dépôts bancaires en France sont dans les banques de l'économie sociale et solidaire. On l'oublie quelquefois. Donc, commençons par l'économie sociale. C'est le fondement historique, finalement, de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale, on a coutume de dire, et c'est une réalité, ça date depuis très longtemps. On parle au XIIIe siècle des premières coopératives fruitières du Jura et de Franche-Comté. C'est un des plus anciens exemples, les premières coopératives de collecte, de transformation des produits laitiers. Si on remonte un petit peu, j'ai pris quelques dates, en 1871, il y a eu la première union départementale des mutuelles. En 1898, la charte de la mutualité. Ensuite, 1901, tout le monde connaît la loi de 1901 qui régit et organise les associations. Ensuite, il y a eu la Fédération nationale de la mutualité. En 70, on réinvente le concept. Et en 81, sur l'impulsion de Michel Rocard, qui cherchait finalement un équilibre entre une économie très capitalistique et financiarisée de plus en plus, et quelque chose qui soit plus du domaine
d'un communisme caricaturé par certains, il trouvait qu'il y avait des points communs entre les associations, les coopératives, les mutuelles, et il a créé le Conseil supérieur à l'économie sociale et solidaire et la délégation interministérielle, la première délégation interministérielle de l'économie sociale. Donc, dans l'économie sociale, on retrouve les statuts importants. Il faut savoir que, de par la loi, sont reconnus dans l'économie sociale les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations. Alors, qu'est-ce qu'on entend par économie sociale ? L'économie sociale, ce sont des sociétés de personnes et non de capitaux. C'est très important. Ça entraîne une gouvernance dite démocratique. Je dis dite parce qu'on sait qu'il y a des points de faiblesse, hein, mais enfin bon, les statuts prévoient qu'il y ait une gouvernance démocratique que l'on résume par un homme, une voix. Quand on est sociétaire dans une mutuelle, on est invité à participer aux organes de gouvernance, comme dans les coopératives par exemple. Le but poursuivi, je l'ai dit dès le départ, et ça c'est valable toujours, c'est que et autre que le partage seul des bénéfices, c'est-à-dire que quand une structure est montée dans l'économie sociale et solidaire, c'est l'intérêt général qui est recherché, c'est la réponse à des problématiques, c'est pas la recherche de faire des profits pour un certain nombre de personnes qui finalement remporteraient les bénéfices de ce travail. Donc, quand il y a bénéfice, puisque dans l'économie sociale, on est pour le profit, il ne faut pas confondre le fait de ne pas vouloir partager ses bénéfices et le fait de ne pas en faire. Donc, ce sont des entreprises, on réinvestit les bénéfices au sein de la structure, auprès des salariés, bien entendu, et pour son développement. Donc je l'ai dit, on souhaite répondre à des problématiques sociales. Bon, les mutuelles, on sait comment on a réussi, grâce à ces mutuelles, à répondre à un certain nombre de problématiques de santé, c'est-à-dire conforter finalement, par une mutualisation des moyens, des réponses à des problématiques de soins. Dans les banques coopératives, quand elles ont été créées, l'initiative, par exemple le Crédit Agricole, ce sont des agriculteurs qui se sont réunis pour pouvoir monter leur propre institut bancaire. Et au sein de ces organisations, il y a de l'entraide, de l'auto-organisation des personnes. On voit que dans les statuts, finalement, un certain nombre de choses permettaient d'encadrer cette approche économique. Donc on a l'économie sociale et on a l'économie solidaire. Donc on va retrouver dans l'économie solidaire aussi des structures qui ont des statuts associatifs, coopératifs, mais s'ajoutent dans l'économie solidaire des structures qui ont un statut commercial et qui se sont donné des objectifs sociaux, finalement, et d'utilité sociale. Alors dans les entreprises solidaires, on va retrouver des entreprises adaptées, les ESAT que vous connaissez, des structures d'insertion par l'activité économique, que ce soit des chantiers, des entreprises d'insertion, des régies de quartier, etc., qui sont de fait dans l'économie solidaire, et des sociétés commerciales d'utilité sociale, c'est-à-dire que ces sociétés se sont données comme objectif de répondre à des problématiques sociales, d'utilité sociale. Et on retrouve ce qui fait bouger un petit peu les lignes, ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux, y compris des start-up, des petites structures qui développent beaucoup de projets autour de cette solidarité, de cette idée que l'on peut faire de l'économie autrement. Alors dans l'économie sociale et solidaire, je vous l'ai dit, on retrouve des statuts juridiques diversifiés,
on sert l'intérêt général et non uniquement ses membres. On a souvent un modèle hybride, économique hybride, c'est-à-dire que dans ces entreprises, même si ce sont des entreprises à statut commercial, quelquefois ça va appartenir, les capitaux vont appartenir à une association, à une collectivité dans les SIC, par exemple, à des personnes installées sur le territoire qui veulent s'investir dans ces structures. Donc on voit qu'il y a un modèle économique hybride et des services bancaires ou autres qui vont apporter, comme dans n'importe quelle entreprise, des contributions, un soutien à leur développement. Elle se donne comme objectif la contribution contre les exclusions et les inégalités. Typiquement, l'entreprise d'insertion va chercher à remettre au travail des personnes en difficulté à travers la construction d'une entreprise, c'est-à-dire que moi-même, par exemple, j'ai dirigé une entreprise d'insertion 13 ans, c'était une imprimerie, on produisait, 80% de nos ressources étaient des ressources de production, et 20% de l'entreprise, c'était des contrats aidés qui permettaient d'accompagner les personnes qui étaient en insertion dans cette imprimerie pour avancer sur leurs projets personnels et professionnels. Donc on réinscrit dans ces entreprises solidaires la solidarité démocratique dans l'économie. Donc c'est une approche de l'économie qui est tout à fait particulière. Cette économie solidaire a été développée principalement dans les années 70 pour répondre à des besoins de populations touchées notamment par le chômage et l'exclusion sociale, et ils ont une façon de produire, d'entreprendre qui est particulière. Mais on y retrouve aussi, par exemple, le commerce équitable qui a été créé à peu près au même moment, l'agriculture paysanne, etc. Donc il y a un certain nombre de structures qui ont été montées spécifiquement dans ce cadre-là. Donc finalement, les entreprises solidaires, soit elles vont de fait, parce qu'elles sont une entreprise d'insertion, parce qu'elles ont des statuts, c'est un ESAT, etc., elles vont être de fait reconnues dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, soit elles auront à demander le statut qu'on intitule ESUS, c'est-à-dire d'entreprise solidaire d'utilité sociale, et ce statut ESUS doit répondre, ils devront faire la preuve qu'ils répondent à un certain nombre de conditions, l'utilité sociale dont je vous parlais, une politique de rémunération de l'entreprise juste, c'est-à-dire que la notion d'écart de salaire est inscrite dans le statut de ces entreprises commerciales, et les titres de capital ne pourront pas être admis aux négociations d'un marché financier. Ça, c'est un incontournable dans l'économie sociale et solidaire. Donc, pour encadrer tout ça, finalement, il fallait une loi. C'est quelque chose que l'on a réclamé depuis très longtemps. Cette loi, on l'a obtenue en juillet 2014, et qui permet cette loi de donner, je dirais, le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui était toujours un peu flou, mais aussi d'organiser les moyens de l'accompagnement de ces structures et leurs propres moyens pour qu'elles puissent se développer. Donc je ne vais pas évidemment vous dérouler la loi, il y a 97 articles je crois, donc c'est très long, mais juste pour vous dire l'introduction de cette loi qui me semble importante et qui dit dès le départ que l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines. Le mode d'entreprendre est important, c'est-à-dire que dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, alors qu'on nous enferme très souvent dans une économie curative, dans une économie, on résume, caritato-sociaux, je ne sais pas comment on peut dire les choses, mais on nous enferme dans une économie qui serait hors de la belle économie, l'économie qui vraiment a de la valeur, rapporte, etc. Non, l'économie sociale et solidaire s'inscrit vraiment dans le développement du pays. Il faut en tenir compte. Donc c'est un autre mode d'entreprendre, mais c'est une économie.
et qui s'adapte à tous les domaines d'activité. Je viendrai à quelques exemples tout à l'heure qui vous permettront de comprendre qu'on peut s'inscrire dans un certain nombre de domaines. Et l'économie sociale et solidaire est composée donc des activités de production, de transformation, mais il y a des incontournables, je vous l'ai dit, il y a des réserves qui sont non distribuées, et même s'il y a tous les statuts, même si le statut commercial a été une forme de révolution finalement pour certains acteurs de l'économie sociale, le fait qu'on puisse intégrer dans l'économie sociale et solidaire des statuts commerciaux, finalement cet ensemble de sociétés, y compris commerciales, fait un ensemble qui va de l'avant dans l'économie en transformation en cours. Donc quelques chiffres, parce que c'est important de vous donner quelques chiffres, de voir comment on mesure. Moi, je mets toujours des guillemets quand on présente des chiffres sur l'économie sociale et solidaire. D'abord parce que sur la partie solidaire, on n'a pas encore bien organisé les choses. Je vous ai dit qu'il fallait un statut ESUS qui va permettre de repérer ces entreprises commerciales, mais si on est dans le bâtiment, par exemple, ou dans la restauration, l'entreprise d'insertion, ou dans l'imprimerie, par exemple, ben, on a toujours un code APE qui est un code commercial. Donc finalement, pour repérer le nombre d'emplois, le chiffre d'affaires et autres de ces entreprises de l'économie solidaire, ce n'est pas encore aujourd'hui évident. Elles n'ont pas toutes demandé le statut ESUS, mais enfin pour ce que l'on peut en savoir, et spécifiquement sur l'économie sociale, c'est-à-dire les coopératives, les associations, les fondations, les mutuelles évidemment, plus quelques structures qui ont pu être repérées. On parle de 222 800 établissements employeurs, de 10,3% de l'emploi français, c'est les derniers chiffres de l'observatoire du CNCRES, et 2,3 millions de salariés, plus de 59 milliards d'euros de rémunération brute. Donc, finalement, 10% du PIB en France, 600 000 recrutements d'ici 2020, parce que le baby boom ne touche pas seulement l'économie privée lucrative, si on peut dire, certains disent classiques, elle touche aussi l'économie sociale et solidaire, donc il y a beaucoup de recrutement, et ça tombe très bien parce qu'un jeune sur deux, finalement, d'après les dernières statistiques et les sondages, a envie, pour ceux qui connaissent l'économie sociale et solidaire, aimerait travailler dans l'économie sociale et solidaire, et on voit fleurir dans les universités, dans les écoles commerciales, de plus en plus de chaires de l'économie sociale et solidaire, avec une appétence importante des jeunes sur ce sujet, sur cette autre façon d'aborder l'économie. Alors, un point important dans l'économie sociale et solidaire, c'est son ancrage territorial. Finalement, je vous ai parlé d'hybridation, je vous ai parlé de gouvernance participative, je vous ai parlé de statut, je vous ai parlé, mais il y a un point qui est important si on doit caractériser l'économie sociale et solidaire, c'est son ancrage durable sur les territoires. Donc finalement, c'est peut-être une distinction avec les entreprises dites classiques, c'est qu'on connaît bien son territoire, on s'y investit et on a une réflexion qui est plus globale. Donc les services produits par ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, de ce fait, sont des services de proximité qui contribuent à la création d'emplois non délocalisables et finalement pour faire face à une forme de mondialisation de l'économie dont on parle beaucoup en ce moment, il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui restent ancrés de façon importante sur le développement de leur territoire, tout en répondant à des besoins sociaux, de proximité, et donc à une forme de régulation territoriale et de gouvernance territoriale. Donc l'économie sociale et solidaire, si on le prend par toutes ces entités, a un maillage fin du territoire, une dynamique économique et sociale sur ce territoire qui est important, et a une façon d'aborder les choses que l'on peut synthétiser par pensée globale et agir local,
C'est une formule qui avait été employée par René Dubos, un agronome biologique, écologue, mais bon, c'est une expression que l'on reprend régulièrement. Alors dans tout ça, pourquoi finalement un labo de l'ESS? Pourquoi un think tank au milieu de cette économie qui est large, qui a une loi, etc. Donc déjà parce que face à des nombreux think tanks, parce qu'il y en a beaucoup, vous les connaissez, on les voit régulièrement dans les différentes émissions, et ils ont la parole plus qu'il ne faut sur certains sujets, que ce soit l'Institut Montaigne, l'IFRI, la Fabrique de l'Industrie, etc. On voit finalement que le monde capitaliste qui a des moyens importants s'est donné les moyens d'avoir des think tanks qui puissent porter leurs idées. Et dans l'économie sociale et solidaire, finalement, ça a resté hétérogène, éparpillé. Beaucoup nous disaient on n'y comprend pas grand-chose. Donc voilà, il me semblait important qu'il y ait un think tank, un cercle de réflexion, que l'on puisse porter des solutions, qu'elles puissent être entendues, qu'on soit force de proposition dans les échanges en cours, quel que soit le niveau des décideurs, que ce soit des politiques, que ce soit des financiers, que ce soit des collectivités territoriales, des entreprises, etc. Ça nous semble important de pouvoir porter ces idées. Donc on a construit un think tank qui, par ce travail collaboratif, dégage des axes structurants, on va y revenir tout à l'heure, je vais vous parler des différents chantiers du labo, mais qui doivent permettre de mieux comprendre l'économie sociale et solidaire, et pas seulement à travers ses statuts, à travers la question de l'utilité sociale, mais aussi à travers sa capacité à transformer les choses, à apporter des solutions et à faire force finalement dans le paysage. Donc pourquoi? Parce qu'on pense, et là on n'est pas les seuls à le penser, on le dit de plus en plus, et je crois que tout le monde le sait, c'est que l'économie est en transition, c'est de façon importante, et nous pensons que cette transition, les réponses à cette transition finalement est inscrite dans les territoires, et les solutions que l'on va trouver seront indissociables de l'homme et de son environnement. Donc il faut repenser l'économie autrement, que l'ESS, dans ce cadre-là, dans cette transition, l'économie sociale et solidaire, est en capacité d'apporter des propositions, une valeur ajoutée il faut pouvoir l'entendre face à des vagues importantes qui mettent en avant, encore une fois, des approches économiques qui sont plus basées sur une financiarisation de l'économie, même si on s'aperçoit de ses limites actuellement. Donc finalement, on a une méthode. On a une méthode dite bottom-up, alors ascendante, si on a dû l'écrire en français. Donc c'est-à-dire que nous partons du territoire, on capitalise des initiatives, c'est-à-dire qu'une des difficultés dans l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que toutes les radios en parlent, toutes les télévisions en parlent, mais personne ne dit que c'est l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on va dire combien telle coopérative est magnifique, tel directeur d'association a fait un travail merveilleux, vous avez des émissions, on met en avant beaucoup d'initiatives comme ça, en mettant en avant principalement la direction de ces initiatives ou la belle initiative, mais personne n'a compris dans quoi elles s'inscrivaient, dans quelle ligne de force elles s'inscrivaient, d'abord dans l'économie sociale et solidaire, et ensuite sur des lignes de force. Je vais vous parler de celles sur lesquelles nous travaillons, mais des lignes de force qui finalement transforment l'économie si on veut bien mettre bout à bout des initiatives qui se développent en Bretagne, en PACA, à Besançon, en Aquitaine, etc. Mais plutôt que de les voir de façon éparpillée, bien les inscrire dans des lignes de force. Donc on travaille sur ces lignes structurantes, on conceptualise, on formalise, et finalement on a obtenu des résultats, je vous l'ai dit, une loi,
la loi. Alors, ce n'est pas le labo qui l'a obtenu tout seul, vous l'imaginez bien, dans son coin, mais le labo avec toutes les forces. Lorsqu'on a monté les États généraux, on a réclamé cette loi, les États généraux de l'économie sociale et solidaire. On a demandé un ministre, on a demandé des moyens pour se développer, et finalement, voilà, on commence à être entendu. Aujourd'hui, on est sollicité, que ce soit par le CESE, que ce soit par France Stratégie, que ce soit par des entreprises qui, dans le cadre de leur RSE, développement durable, ont compris les limites du social washing, comme on dit, ou du greenwashing, hein, c'est-à-dire la petite peinture, la petite couleur de peinture, mais qui ont besoin de revoir les choses. Donc on cherche des lignes de financement. Donc je vous l'ai dit, nous pensons que l'économie sociale et solidaire s'inscrit dans une transition économique et qu'il faut pouvoir l'entendre. Donc à partir de là, on a travaillé au labo sous forme de chantier. Et les chantiers, finalement, ils ne sont pas partis de nulle part. Je vous l'ai dit, on a travaillé des états généraux, on a fait écrire des cahiers, non pas de doléances, mais d'espérances pour ces états généraux. On a dégagé des thématiques, des orientations, 4 orientations, organisées, financées, régulées, développées, avec chacune des sous-thématiques. Donc le labo ne s'est pas réveillé un matin à Paris en se disant « tiens, on va travailler sur tel et tel sujet ». Non, c'était un travail collectif qui a été préparé pendant 6 mois pour ces états généraux, appuyé sur des initiatives qui ont fait leurs preuves, mais qui finalement étaient peu entendues et qui avaient besoin de formaliser les choses. Donc on commence à avoir gain de cause, je vous l'ai dit, avec une loi, un encadrement, des financements qui commencent à venir pour soutenir cette approche économique. Alors on a commencé, je vais le passer très vite parce que je vais revenir sur les pôles de coopération, les circuits courts, maintenant sur la transition énergétique citoyenne, les nouvelles formes d'emploi, et on compose des groupes de travail d'experts, de dirigeants, de collectifs, de réseaux de l'économie sociale et solidaire sur chaque thématique, qui sont devenus aujourd'hui en quelque sorte incontournables, puisqu'on voit que ces axes structurants finalement font avancer les idées de l'économie sociale et solidaire. Nous travaillons aussi sur des prospectives qui nous permettent, sur des temps un petit peu plus courts, d'aborder les questions de l'économie collaborative et en ce moment de la culture et de l'économie sociale et solidaire. Mais les pôles territoriaux de coopération économique, par exemple, c'est un des chantiers, je dirais, les plus emblématiques du labo. Il y en a plus de 160 maintenant en France. Ils ont fait l'objet de l'article 9 dans la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Et finalement, ces pôles territoriaux de coopération économique, on les a conceptualisés à partir de l'analyse de coopération qui s'organisait sur les territoires et qui nous semblait intéressante. On a réuni, on a fait venir des initiatives, on a fait un appel à intérêt, et donc ça a donné lieu à 2 appels à projets interministériels qui ont permis de financer le développement de ces pôles. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de pôles de compétitivité, je parlais du CESE tout à l'heure, le Conseil économique, social et environnemental, quand ils parlent des pôles de compétitivité, ils nous font venir pour avoir le pendant, les pôles de coopération. Bon, il reste un petit détail, ils viennent de décider de mettre 38 millions sur les pôles de compétitivité, on est encore à 0 sur les pôles cette année, mais ça devrait évoluer, je l'espère. Donc voilà, donc on voit qu'il y a encore on n'a pas gagné toutes les batailles, mais ces pôles de coopération qui portent un nom, un certain nombre de ces structures qui existaient depuis des années, nous ont dit maintenant on commence à exister parce qu'on est inscrit sur quelque chose qui existe, comme je vous le disais tout à l'heure ailleurs, on sait se comptabiliser, on sait se mesurer, et on a travaillé sur ces pôles. Alors vous avez 3 exemples là sur la diapo, juste pour vous donner une idée de ce que sont ces pôles. Par exemple, Innoval, c'est un pôle de coopération qui est installé dans la vallée de l'Arve. Et la vallée de l'Arve, je ne sais pas si c'est à côté de Chamonix, de Genève et autres. Bon, il construit beaucoup de chalets en bois, évidemment, c'est important dans le domaine, mais finalement, l'activité de ce territoire, c'était le décolletage.
Donc il y avait des artisans qui travaillaient le bois de leur côté, le bois venait de Finlande, il y avait des centres de formation mais qui n'étaient pas forcément adaptés, etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté un pôle de coopération pour réunir les producteurs de bois pour qu'ils produisent plus de bois de construction et moins de bois de chauffage, pour que les artisans travaillent avec les centres de formation, les entreprises d'insertion qui formaient, accompagnaient des jeunes qui avaient envie de travailler dans le domaine. Ils ont travaillé avec les collectivités pour que dans les projets qui étaient mis en place, crèches, HLM, tout ça soit travaillé de façon collective. Et ce pôle de coopération développe aujourd'hui toute une filière d'habitat durable qui est importante sur un certain nombre d'activités. Si vous prenez le pôle mobilité du Havre, c'est un pôle qui est PTCE qui est très très intéressant parce qu'ils ont analysé avec des entreprises, pour la petite histoire, c'est Total qui a financé l'analyse, mais ils ont analysé finalement qu'il y avait des problèmes d'emploi, de santé et autres, parce qu'il y avait des questions de mobilité qui n'étaient pas traitées tout autour de la région du Havre. Et donc, ils ont analysé ces flux de mobilité et ils ont mis ensemble tous ceux qui avaient un garage solidaire, ceux qui pouvaient faire passer le permis de conduire, ceux qui pouvaient avoir des vélos, ceux qui pouvaient travailler sur l'échange de voitures, et évidemment avec la collectivité qui travaillait sur le transport, qui a transformé d'ailleurs son service du transport qui est devenu le service de la mobilité. Et ils ont retravaillé toute la mobilité du territoire qui permet de répondre aux jeunes qui cherchent un emploi, aux personnes âgées qui ont besoin de se faire soigner ou de faire des courses et autres. Ils ont retravaillé tout le territoire à travers ce pôle de mobilité. Enfin, un dernier exemple, FIGActeurs, pour vous donner un exemple dans le domaine rural, FIGActeurs sont des agriculteurs qui se sont réunis, qui ont travaillé sur la mutualisation de moyens pour monter un magasin, pour vendre leur viande, leur lait, leurs produits finis. Puis après, ils se sont dit, mais la transition énergétique, c'est important, donc ils ont travaillé sur une coopérative qui leur a permis d'avoir des toits et de pouvoir avoir leurs propres, produire eux-mêmes leur propre énergie. Là, ils ont monté une crèche, ils ont travaillé sur la mobilité. Donc tout le territoire de FIGAC s'est réorganisé autour de ce PTCE, donc qui retravaille le territoire. Donc ces pôles de coopération, vous avez compris, travaillent sur le décloisonnement entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des artisans, des TPE, des PME, des entreprises, des collectivités, des chercheurs, des universitaires. Donc cherchent à avoir un mode de réflexion globale qui soit au service du territoire. Alors donc le Péret, je vous ai dit, on manque de moyens encore, malgré ces 2 appels à projets, donc 2 fois 3 millions, on voit que ça a été quand même infime. Les pôles territoriaux de coopération économique n'ont pas encore un développement tel qu'il faut. Il nous semble qu'il faut poursuivre le travail. Donc à la différence de certains think tanks, on ne passe pas d'un sujet à l'autre, nous les accompagnons, ça fait 6 ans que nous accompagnons les PTCE, et pour nous, c'est important que, après une première enquête d'analyse que nous avons fait au labo, qui a pu mesurer quantitativement mais aussi qualitativement ce qui se passait dans la mutualisation des moyens, la mutualisation des compétences qui arrive d'ailleurs avant la mutualisation des moyens, dans la coopération des acteurs, comment finalement tout ça, toute cette approche, cette autre façon d'approcher l'économie en co-construction avec les acteurs pouvait être bénéfique, et il nous semble qu'il y a beaucoup à faire, et en particulier soutenir une démarche nationale de capitalisation et d'analyse et d'études. Donc vous verrez que sur chacun des sujets, je vous donne des axes de réflexion et aussi des propositions que nous portons au labo. Si on prend les circuits courts économiques que nous avons intitulés économiques et solidaires, notre approche a été différente de celle du ministère de l'Agriculture. Vous connaissez la définition du ministère de l'Agriculture qui est peut-être la plus connue dans les circuits courts, c'est du producteur au consommateur avec un seul intermédiaire.
Ça nous paraissait limité parce que même dans l'alimentation, on distribue, on transporte, on transforme, etc. Donc un circuit court, il y a forcément plusieurs intermédiaires. Donc nous, dans les échanges économiques en circuit court, ce qui nous intéressait, ce n'est pas tant le nombre d'interlocuteurs, mais qu'est-ce qui se passe entre les interlocuteurs, quelle est la vertu des échanges économiques. Et pour nous, après avoir travaillé dans différents domaines, pas simplement dans le domaine alimentaire, mais dans le domaine financier, dans le domaine du logement coopératif, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la data, nous avons travaillé ces échanges en circuit court, et ce qui nous a amené à valoriser ce qui nous paraît important dans ces circuits courts, c'est-à-dire le lien social, la coopération, la transparence et l'équité. Et nous considérons que si les échanges économiques répondent à ces 4 critères, donc lien social, coopération, transparence et équité, et bien finalement, on organise un cercle vertueux qui permet de développer des échanges économiques qui nous semblent importants. Donc, sans monter un pôle de coopération, on voit que sur des territoires en proximité ou plus largement, je vous parlais de commerce équitable, dans des échanges nord-sud ou dans on voit dans le crowdfunding, la finance participative, finalement, comment ça se passe, c'est-à-dire c'est transparent, il y a du lien social, on cherche une équité et on organise la coopération des acteurs. Donc pour nous, il y a une transformation des choses si on veut bien travailler ces circuits courts. Et on sait que les flux financiers, si on revient sur le territoire, parce que les circuits courts, c'est souvent inscrit dans les territoires, on s'aperçoit que le flux financier, quand on travaille avec ces différents critères, les flux financiers restent sur le territoire, alors que lorsque ce sont des entreprises extérieures qui viennent inscrire des agents sur le territoire, le flux financier va sortir à 80% du territoire. Donc ça a aussi une valeur économique importante. Je ne vais pas développer les exemples, mais juste pour vous dire que les 3 exemples qui sont là, le premier, la Nef, c'est une banque éthique, le deuxième, le Air Urban, c'est un collectif d'architectes autogérés qui travaillent sur la résilience urbaine, qui réinventent la ville. C'est passionnant ce qu'ils font. La boutique sans argent sur Paris, c'est une boutique qui a été faite, qui a été montée par des échanges et avec aucun argent dans les échanges. Donc finalement, ça fait naître cette dynamique entre les acteurs de l'échange, producteurs, distributeurs, usagers, consommateurs, et qui, dans le temps, vont construire une autre façon d'aborder l'économie. Pour nous, c'est très important. Et si on doit proposer quelque chose sur les circuits courts économiques et solidaires, pour nous, c'est un modèle économique, social et environnemental qui est important, est intéressant. On a rapproché notre définition des circuits courts à l'économie collaborative, par exemple. On a fait tout un travail avec des acteurs de l'économie collaborative. On voit que certains sites que tout le monde connaît, que je ne citerai pas ici, ne répondront pas à ces critères de lien social, de coopération. Bon, pour nous, ce n'est pas de l'économie collaborative, ce qui nous intéresse, et il en existe beaucoup créés par l'économie sociale et solidaire. Ce sont des sites collaboratifs qui répondent à ces idées d'échange. J'ai accéléré peut-être un petit peu parce que donc sur banque et territoire, c'est un travail, Kent pour en parler mieux que moi, c'est un travail que nous avons fait aborder depuis des années. Initialement, le labo avait travaillé sur les outils financiers solidaires parce que ça nous paraissait important que tout le monde comprenne que finalement il y a des outils que l'on entend aussi de façon éparpillée. On entend parler de France Active, on entend parler de l'ADI, on entend parler donc du microcrédit, on entend parler de soutien de finances solidaires, d'Initiative France, les boutiques de gestion qui accompagnent tout ça, mais il n'y avait pas une réelle compréhension de comment ces acteurs finalement étaient complémentaires des institutions bancaires et faisaient un travail d'accompagnement, c'est-à-dire aborder la finance d'une façon différente d'une banque qui avait oublié cette idée d'accompagnement
d'accompagnement d'ailleurs. Donc voilà, donc elles sont complémentaires sur un certain nombre de projets, de formats, de types d'entreprises, de tailles d'entreprises, hein, mais elles apportent une valeur ajoutée dans l'économie française. Mais ces outils financiers solidaires, tout seuls ne peuvent pas faire grand-chose. Et sur Paris, on voit comment, finalement, ils s'entendent bien, ils travaillent très bien entre eux. Mais il nous semblait intéressant, après des exemples venus des États-Unis, de voir comment ça se passe sur le terrain. Et finalement, est-ce qu'il y a une réelle transparence? Est-ce qu'il y a un réel travail des champs? Donc on a lancé une expérimentation qui a été montée avec le Crédit Agricole en Franche-Comté, et on a travaillé dans des agences, ils ont été assez transparents avec nous, et on a travaillé dans des agences pour voir comment finalement on analysait ces dossiers, puisque d'un côté la Banque de France et les banques nous indiquaient des taux de financement qui paraissaient extrêmement importants, et de l'autre on entendait tous les jours des porteurs de projets qui nous disaient mais les banques ne me financent pas, nous ne rentrons jamais dans le cadre, on est rond, ils sont carrés, ça passe pas. Donc voilà. Et on a pu dégager ainsi quelque chose d'important, c'est-à-dire que finalement dans des agences, d'abord on ne connaît pas les outils financiers solidaires, on ne sait pas ce que c'est, France Active, Initiative France, l'ADI, etc., on ne les connaît pas. Et la deuxième chose, c'est que finalement on rentre en informatique que les dossiers que l'on a pu étudier qui nous paraissent intéressants. Donc sortent des statistiques tous les noms, c'est-à-dire tous les refus, puisque ceux-là ont été dégagés avant même de ranger en informatique. Ce qu'on appelle une zone grise, mais cette zone grise, il faut pouvoir la retravailler. Pendant 2 ans, avec ces agences, on les a rapprochés des outils financiers solidaires, et ça a été ce qu'on appelle du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les outils financiers solidaires d'accompagnement, toutes ces structures ont mieux travaillé avec les agences du quartier. Les agences étaient ravies, au lieu de dire non, de pouvoir dire oui, mais faites-vous accompagner, voyons avec les autres. Et ces agences ont pu récupérer un certain nombre, comme ça, de projets d'importance, puisque tous ces micro-projets peuvent devenir des projets importants pour le territoire, donc ont été financés. Donc on voit qu'il y a une méconnaissance dans les agences de tous ces outils. Il faut acculturer dans nos solutions les agences bancaires aux organismes de financement et d'accompagnement solidaire, et que cette organisation d'échange, de co-construction de projets, de cofinancement se fasse entre l'ensemble de ces acteurs pour aboutir à ce qu'on appelle un triangle d'or, c'est-à-dire de dire les acteurs du territoire, les banques et ces organismes, ces OFAS doivent pouvoir travailler ensemble pour que ce capital humain, ce capital financier, ce capital social permettent d'accompagner les porteurs de projets. Donc si on doit avoir une proposition sur banque et territoire, c'est pour nous valoriser aussi les circuits courts de l'épargne. On a vu que certains livrets ont été montés par des banques, par des agences, et on voit qu'elles ont beaucoup de succès. Elles financent directement les projets du territoire. Pour nous, c'est extrêmement important. Un autre sujet sur lequel je vais avancer rapidement, je vais un petit peu accélérer, mais la transition énergétique citoyenne, toujours dans le même esprit. Pour nous, la transition énergétique, alors on en parle en ce moment, en plus il y a des décisions qui ont été prises par notre ministre, finalement, qui est le ministre de l'économie sociale et solidaire, Nicolas Hulot, qui reporte la fermeture de centrales nucléaires. Enfin bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, finalement, on peut construire cette transition énergétique, et nous pensons qu'elle se construira toujours sur les territoires et en investissant les citoyens. Donc, on a travaillé avec des acteurs, toujours du territoire, pour faire des propositions. Alors, Copawatt, c'est une association spécialisée dans la mobilisation des territoires à l'accompagnement. Ils accompagnent des collectivités et des associations à la transition énergétique. Enercop, beaucoup connaissent, et maintenant ce sont des circuits courts du secteur de l'énergie, on pourrait dire ça, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de pouvoir produire que de l'énergie verte et de vendre que de l'énergie verte. Et l'énergie partagée, c'est tous les outils financiers qui vont accompagner cette transition énergétique. Donc on pense
que si le citoyen est au cœur de cette transition énergétique, eh bien, elles vont développer des projets, on le voit de plus en plus sur les territoires, qui répondront à des problématiques de transition énergétique et répondront à des questions que l'on se pose ici, comment faire en sorte de pouvoir produire suffisamment pour répondre aux besoins. Alors on a fait une proposition, on a dit c'est bien la transition énergétique, mais finalement cette transition énergétique citoyenne, dès que ça fonctionne, dès que c'est installé, c'est rentable. Donc là, on trouve des moyens financiers, on voit des coopératives se monter avec des fonds importants par les acteurs du territoire, mais toute la partie R&D, toute la partie recherche, montage du projet est mal financée. Donc on a porté l'idée qu'il fallait un fonds d'amorçage qui soit dédié à ces projets citoyens. On a gain de cause et il va être mis en place en janvier prochain. Avec la Caisse des dépôts, avec l'ADEME et plusieurs banques. Donc un fonds va être mis en place pour que puissent se développer ces projets d'énergie, de transition énergétique. Les nouvelles formes d'emploi, c'est un autre sujet transverse. On sait que finalement l'emploi bouge, on en parle beaucoup. Et nous, notre position, c'est de dire il ne faut pas être immobile, on ne peut pas dire qu'on peut tout garder comme ça, mais en même temps, on ne peut pas faire la révolution, c'est-à-dire tout transformer et perdre des acquis, sachant que même si le salariat reste un modèle central, finalement, en 2014, je n'ai pas des chiffres là, mais 12% d'emplois, 12% des emplois avaient un emploi précaire, et on sait que ça va en s'accélérant, c'est-à-dire de plus en plus de jeunes, de moins jeunes, qui trouvent un emploi, finalement trouvent un emploi précaire. Et on a abordé tout à l'heure très rapidement l'économie collaborative, on voit les problématiques que cela a posées. Donc on s'est dit, mais il existe finalement toujours dans l'économie sociale et solidaire qui innove tout le temps, qui cherche des solutions, qui cherche des façons différentes d'aborder ces questions-là, mais comment font-ils ? Donc là, vous avez 3 exemples. Darwin, c'est un tiers-lieu à Bordeaux, où c'est une ancienne caserne militaire qui devient un terrain d'expérimentation. Beaucoup de structures se montent de façon collaborative, avec du coworking, avec une épicerie, un restaurant biologique, des spots urbains, etc. On a étudié des pôles de coopération, Pôle Sud-Aquitain, qui est un des plus anciens pôles de coopération qui existent. Tout en vélo, ça nous intéressait parce que finalement, c'est une association qui s'est montée, ce sont des transports spécialisés dans la logistique urbaine. On a étudié les CAE, on a étudié les groupements d'employeurs, on a étudié tout ça, on s'est dit mais comment travaille-t-il l'emploi ? Et on s'est aperçu que si on voulait un emploi de qualité, il fallait 4 choses. Pour nous, c'est incontournable. Et ces 4 choses, sur l'emploi de demain, il faut les avoir. Il faut toujours un contrat. Quand il n'y a pas de contrat, on a vu ce que ça pouvait donner avec certains chauffeurs de voitures. Quand il n'y a pas de contrat, finalement, les choses peuvent partir à volo, donc il faut une protection liée à ce contrat. Il faut une notion de collectif, ça nous a beaucoup intéressé de travailler les coopératives d'activité d'emploi, les tiers-lieux, pour voir comment ils organisent ce collectif d'acteurs qui quelquefois travaillent leurs propres projets individuels, mais qui ont besoin de se rencontrer, soit parce qu'ils sont dans le même domaine, soit parce qu'ils ont besoin d'avoir du lien social avec d'autres. Et puis il faut redonner du sens au travail, et tout ça, pour nous, c'est l'emploi de qualité de demain. Si on répond à ces 4 critères, quand on monte des nouveaux projets, finalement, on répond à cette idée-là. Et on voit que les acteurs de l'économie sociale et solidaire l'ont fait. Par exemple, pour les groupements d'employeurs, on a fait une proposition, on a dit qu'il fallait qu'il y ait une information systématique sur les groupements d'employeurs qui cherchent à employer des salariés à temps partiel, car ces groupements d'employeurs leur permettent finalement de travailler ensemble, la possibilité d'avoir un comptable, un commercial ou autre, mais que ces salariés aient chacun des temps pleins ou des mi-temps, enfin leur convenance, mais qu'il y ait une sécurité de l'emploi, un contrat, une protection et cette notion de collectif à travers le groupement d'employeurs. Donc on voit que l'on peut tout à fait aborder l'emploi différemment si on veut bien réfléchir autrement.
Alors, quel défi pour l'avenir finalement? Je vous ai donné des exemples, mais je vais vous donner deux pistes comme défi pour l'avenir de l'économie sociale et solidaire. Le premier, c'est le changement d'échelle, qui est une question, et une question qui fait peur à certains. Et la deuxième chose, c'est la question de la création de valeur. Comment on mesure finalement la valeur de l'économie sociale et solidaire. Donc le changement d'échelle, je vous l'ai dit, c'est une question récurrente. Et certains disent, mais non, on ne va pas grossir, small is beautiful, comme disait ce chercheur anglais, cet économiste anglais, mais finalement c'est bien, mais il faut savoir dépasser le small is beautiful. Ils ont peur de perdre leur valeur, ils ont peur de perdre une forme de démocratie, on l'a vu dans des grandes structures de l'ESS, mais on a travaillé ça, on s'est dit, mais il y a d'autres moyens finalement de changer d'échelle. Alors, comment on peut changer d'échelle? Le changement d'échelle, ça peut passer, je l'ai dit, par l'accroissement de la taille de la structure, et nous faisons en sorte que celle-ci ait les moyens, quand elles sont sur des projets, je vous en ai parlé de certains, qui nous semblent importants dans la transformation de l'économie actuelle, mais pas que. On voit à travers les pôles de coopération, par exemple, que la coopération avec d'autres, on peut garder la taille de sa structure, mais en coopérant avec les autres, on peut développer son activité et répondre à des problématiques. Il y a l'essaimage. L'essaimage permet d'éviter de réinventer l'eau chaude dans un autre territoire quand finalement on a passé des années à développer l'idée. Donc cet essaimage, ça nécessite aussi des moyens de communication, de liens entre les acteurs. Et pour ça, pour nous, il faut consolider les réseaux qui permettent d'échanger ces informations entre réseaux. Et puis, il y a la question de la pollinisation. Vous avez vu que sur un certain nombre de sujets, nous pensons que le décloisonnement est important. Alors, l'ESS doit rester à sa place, mais il faut pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs. Nous ne pensons pas que l'économie sociale et solidaire et intérêt à s'enfermer, tel le petit village gaulois dans son coin, mais bien à s'inscrire sur le territoire avec l'ensemble des acteurs, et pour ça, polliniser sur notre façon de faire. Enfin, l'influence politique et médiatique, c'est important, le rôle du think tank, mais d'autres, de pouvoir faire valoir nos idées auprès du plus grand nombre, et nous le faisons le plus. Donc pourquoi changer d'échelle finalement? Parce qu'on doit devenir, il nous semble, je vous l'ai dit dès le départ, pour nous le territoire est le cœur de la transformation économique en cours, et on doit devenir un acteur incontournable, indispensable sur le territoire, qu'il faut pouvoir être en capacité de promouvoir l'ESS plus efficacement, renforcer l'impact social de nos activités, et donner le pouvoir, ça peut interroger, mais pour nous, il faut redonner le pouvoir aux acteurs, aux citoyens, à l'ensemble des acteurs du territoire pour qu'ils puissent développer les choses. Donc gardons l'idée que le changement d'échelle, ce n'est pas un gros mot, il faut être ambitieux, il faut se donner les moyens de ce changement d'échelle de l'ESS. Alors une autre question, c'est la création de valeur. La création de valeur, c'est pour nous un incontournable. Alors on est en train de le travailler, donc je vais pas trop développer, mais si demain nous voulons que l'économie sociale et solidaire soit bien reconnue, il faut que l'on puisse travailler sur notre impact économique, social, environnemental, et finalement être en capacité de rendre compte à nos partenaires financeurs de notre valeur ajoutée, d'être en capacité de communiquer quand on parle de quelque chose, de donner des chiffres sur des mesures de ce que nous faisons. Pour nous, ces indicateurs, ce sont des moteurs de l'innovation sociale. Je n'ai pas abordé cette thématique-là, mais pour nous, il est important que l'on puisse investir autant dans l'innovation sociale que l'on investit aujourd'hui dans l'innovation technologique, et on en est très loin. Ces mesures d'impact, pour nous, ça va valoriser aussi le travail des salariés et des bénévoles qui sont dans les structures, à nous améliorer évidemment,
et à guider notre stratégie. Alors la difficulté dans ces mesures d'impact, vous le savez peut-être, c'est qu'il y a des tas d'acteurs qui s'y sont mis, et puis c'est un peu, chacun a ses indicateurs, c'est un petit peu flou, donc on a engagé un travail avec la Fonda, avec la VISE, et on est en train de travailler sur ces indicateurs de création de valeur qui sont pour nous incontournable si on veut évaluer l'impact social et la diversité de l'économie sociale et solidaire, que l'on ne nous enferme pas. Donc, quelques pistes simplement, mais je vais très vite. Pour nous, il faut internaliser, par exemple, les externalités négatives pour créer de la valeur. On parle de l'économie circulaire maintenant, mais enfin, je vous rappelle que dans le domaine de la récupération, c'est quand même les acteurs de l'ESS que tout le monde connaît, en particulier Emmaüs, par exemple, mais d'autres, qui ont commencé à travailler sur cette récupération d'objets. Et donc, comment on peut retravailler ces externalités négatives. Beaucoup parlent des externalités positives de l'ESS qu'il faut mesurer, mais il y a aussi les externalités négatives de l'économie qu'il faut pouvoir réinvestir pour créer de la valeur. Nous pensons que la contribution de l'ensemble des acteurs crée de la valeur. Donc comment on mesure cette contribution collective de cette valeur. Nous pensons que l'expérimentation doit aussi travailler à ces indicateurs de valeur. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que c'est un sujet qui est vraiment en cours de jachère pour l'instant. Donc pourquoi on veut travailler là-dessus, c'est qu'on veut aider et accompagner toujours tous ces acteurs dans leur choix de projet, dans leur construction, dans leur méthode d'accompagnement, donc toujours outiller les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour avancer le mieux possible. Alors, voir plus loin, pour conclure, pour terminer mes propos, nous pensons, je vous l'ai dit dès le départ, que l'ESS doit être reconnu comme une politique économique, c'est-à-dire que encore trop souvent, lorsque des lois, lorsque des décisions sont prises, on va parler avec les acteurs sérieux d'une économie plus libérale, voire financiarisée, en tous les cas capitaliste, et puis après on dira qu'il y a éventuellement quelques miettes pour l'économie sociale et solidaire. Il faut sortir de cette idée-là. Nous sommes des acteurs importants, on a un poids économique qui est considérable, on a des modèles économiques qui ont fait leurs preuves, et on est en capacité d'apporter beaucoup de valeur. Il faut reconnaître nos capacités d'innovation, comme un certain nombre de sujets qui, semble-t-il, sont sur la table par notre haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, qui a été nommé il y a quelque temps. Il parle d'un accélérateur de l'innovation sociale, d'un Social Business Act. J'ai entendu dire les uns les autres que l'ESS doit devenir la norme, et non plus l'exception. Écoutez, bravo, on va y travailler. Très bien, messieurs. Voyons la suite. En tous les cas, nous pensons qu'il faut redéfinir le rôle des entreprises dans la société. Donc on a des propositions. Nous pensons qu'il faut lancer des grandes expérimentations sur 20 territoires pour accoler le réinvestissement des banques sur les territoires, la transition énergétique, les nouvelles formes d'emploi, les pôles de coopération, etc. et d'autres lignes qui, ensemble, doivent permettre de réinventer. Donc expérimentons, voyons comment ça se passe. Nous pensons qu'il faut miser sur l'Europe, parce que le niveau français n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait une réflexion beaucoup plus large, et pour ça nous proposons des états généraux, les deuxièmes états généraux de l'économie sociale et solidaire, avec une vision européenne de ces états généraux. Nous pensons qu'il faut continuer à travailler sur les pôles de coopération, parce que pour nous c'est une démarche qui devient incontournable pour les territoires, et les territoires en difficulté en particulier, et qu'il faut lancer l'axe 2 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire pour continuer à valoriser et s'aimer les initiatives qui ont fait leurs preuves.
Alors voilà, une dernière slide pour terminer. Notre cher ministre Nicolas Hulot nous a dit que l'ESS est une magnifique force pionnière du XXIe siècle. On est content de le voir, qu'il nous dit ça pour le lancement du mois de l'ESS. C'est parfait, mais enfin on est pionnier depuis le XIIIe siècle, vous l'avez vu dès ma première slide, donc on aimerait bien ne plus être considérés seulement comme des pionniers qui inventent des choses, mais des personnes qui ont fait des structures qui ont fait leurs preuves et qui sont en capacité d'accompagner les uns et les autres dans la transformation de l'économie en cours. Voilà, je vous remercie. Vous avez compté le crédit agricole dans l'économie sociale. Je suis fortement étonné parce que le crédit agricole a fortement incité les paysans à s'endetter. Le crédit agricole a abordé récemment, quelque temps, le crédit lyonnais. Donc je vois, à mon avis, je vois le crédit agricole comme un élément important de l'économie capitaliste. C'est pas social. Je réponds au fur et à mesure, comme vous voulez. C'est vous qui... Non, mais je peux répondre tout de suite parce qu'à chaque fois que je cite le crédit agricole dans un diaporama, j'ai droit à la même question. Donc voilà, c'est normal et vous avez raison parce que je pense que cette banque coopérative, c'est pour ça qu'elle fait partie de l'économie sociale et solidaire, comme le crédit coopératif, comme le BPCE, les caisses d'épargne, comme le crédit mutuel, etc., pour un certain nombre, en ont oublié leurs valeurs, leur organisation, qui ont monté des tas de structures commerciales, parallèles, qui ont fait en sorte qu'ils ont un petit peu détourné leur idée de départ. Toujours est-il que ça reste une banque coopérative, que par exemple l'expérimentation qu'on a pu faire en Franche-Comté, on a pu la faire uniquement sur Paris, on n'aurait jamais réussi. Mais parce que la directrice régionale avait toute son autonomie pour dire moi je veux monter cette expérimentation et je peux le faire, donc ils ont encore ça. Ils ont encore dans leur texte un certain nombre de structures, d'organisations, de gouvernance qui font qu'on peut, imaginons-nous, parce qu'on est des grands optimistes, les remettre dans le droit chemin. En tous les cas, par leur statut, c'est une banque coopérative, voilà, malgré tout ce qu'ils ont fait. Mais vous avez raison, le cœur de l'économie sociale et solidaire, une fois qu'on a dit ça, le cœur de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas dans les grandes banques coopératives, ni dans les grands supermarchés coopératifs, ni dans... C'est ce qui se passe, c'est pour ça que j'ai insisté sur le territoire, à travers toutes ces initiatives qui sont en train de se démultiplier sur les territoires. On dit, on entend les arbres tomber, mais pas la forêt qui pousse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la forêt qui pousse. C'est-à-dire que ce qu'on n'entend pas, qui est en train de se faire. Donc, statut n'est pas vertu. Comme disent beaucoup, en particulier les entrepreneurs sociaux, dont acte. Je pense qu'il y a des grandes banques coopératives qui ont oublié les valeurs de départ. Ils gardent dans une partie de leur structure, comme les grandes mutuelles, une organisation coopérative qui fait qu'ils ont été plus résilients que d'autres. L'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été plus résilients parce qu'ils n'étaient pas inscrits sur les marchés. Donc voilà. Merci. Bonsoir. J'avais une question parce que j'ai regardé une vidéo justement pendant le mois de l'économie sociale et solidaire et il y avait deux entrepreneuses, dont une qui avait fait une entreprise, qui avait très bien mis, et qui voulait justement que son entreprise s'agrandisse dans plusieurs villes en France. Et du coup, je voulais savoir si justement ça rentrait dans le cadre, si c'était légitime dans l'économie sociale et solidaire de vouloir s'agrandir et d'être plus grand. Alors ça fait partie de la question du changement d'échelle que j'ai soulevé tout à l'heure. Vous parlez des SEMACH, là, pour le coup. Et nous, c'est très bien. Nous pensons qu'il faut être ambitieux dans l'économie sociale et solidaire. Pourquoi rester tout petit? Pourquoi rester dans notre coin, pas faire trop d'ombre voilà. Le risque du changement d'échelle, pour certains, c'est de dire attention. Voilà un exemple.
quand on devient important, reprenons l'exemple du Crédit Agricole. J'ai une petite maison à la campagne, j'ai parlé avec l'agriculteur du coin et il me dit que lui, le Crédit Agricole, c'était dans le pavillon du gars du coin, puis ils venaient avec leurs billets, puis ils montaient l'étage, et puis on disait toc, 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 voilà, c'était ça le Crédit Agricole. Hein, donc depuis, c'est devenu autre chose. Donc le risque du changement d'échelle, c'est de perdre ces valeurs, c'est de perdre l'idée initiale, l'idée première. Hein, on le sait, donc à nous d'accompagner les choses. On voit inversement que les entreprises à capitaux sont en train de se remettre en question quand même sur un certain nombre de choses. Leur investissement sur le territoire, le fait d'avoir une meilleure démocratie, le fait de faire venir dans leur gouvernance des personnes extérieures. Moi j'ai entendu le patron d'un grand groupe, d'un très grand groupe même international, dire si j'avais mis des collectivités territoriales dans ma gouvernance, j'aurais fait moins d'erreurs. Bon, voilà. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Hein. C'est la pollinisation dont on parlait, c'est-à-dire leur permettre de réfléchir autrement. Donc pour répondre plus directement à votre question, une structure qui veut s'aimer, qui veut se développer, voilà, tant qu'elle garde ses valeurs, tant qu'elle elle fait en sorte de garder son idée initiale d'entreprise solidaire, pourquoi pas au contraire. Vous avez répondu. Est-ce qu'il y a ces entreprises, vous nous avez cité plusieurs, est-ce que c'est contrôlé ça? Est-ce que vous contrôlez leur déclaration d'intention, on va faire ça, on va faire ça? Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que vous avez des entreprises qui se disent social et solidaire et vous leur dites non, là c'est un traitement que tu as pris et c'est comme le greenwashing dont vous avez parlé, c'est beau sur le papier social et solidaire, mais non, vous n'appliquez pas du tout les valeurs. Oui, c'est une question d'importance, parce que quand on a ouvert finalement, quand on est sorti des statuts, des entreprises commerciales, ça a fait, je vous ai dit, une mini-révolution dans l'économie sociale, de dire pourquoi des entreprises commerciales qui finalement, très rapidement, vont vouloir faire du bénéfice. D'où cet agrément ESUS, qui a son importance, qui n'est renouvelé que lorsqu'on fait la preuve de alors de mémoire, je n'ai plus en tête, je crois que c'est tous les 3 ans. Donc on doit faire valoir finalement que l'on est resté dans le cadre de l'économie sociale. Donc répondre aux différents critères d'écart de salaire, de gouvernance, de répartition L'exclusion des inégalités, c'est quand c'est une entreprise d'insertion. De fait, elle va rentrer dans ce cadre-là. Et là, elle a une convention avec la DGEFP, elle a une convention qui fait qu'elle est supervisée autrement, pas par ce statut ESUS, mais parce qu'elle a une convention avec l'État. Et donc, tous les contrats, toutes les entreprises d'insertion, comme les régies de quartier, les associations intermédiaires, etc., doivent rendre compte sur un certain nombre de choses. Mais celles qui ont un statut commercial, elles vont rendre compte dans le cadre du statut ESUS, de l'agrément ESUS plus exactement. C'est une coopérative, c'est une coopérative, et ça a été une des discussions, mais je suis d'accord avec la discussion, j'ai rien à dire là-dessus. C'est une coopérative, elle est de fait économie sociale, statut égal, je rentre dans l'économie sociale et solidaire. Je suis une coopérative, une mutuelle, une association, une fondation, je rentre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et après, il y a ceux qui sont hors statut. Donc de fait, une coopérative rentre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Merci. Oui, j'aurais une question sur les petits de l'économie sociale et solidaire, l'herbe qui pousse. Quand un brin d'herbe pousse à droite, il ne sait pas qu'il y a un autre brin d'herbe qui pousse à 20 mètres. Et alors les gros, n'en parlons pas, le crédit agricole, les mutuelles, tout ça, c'est pas le problème, mais ce sur quoi vous avez insisté, j'ai trouvé que c'était très intéressant dans votre exposé, justement, c'est la montée des petits. Et il y a un problème au niveau des petits, c'est la création de réseaux et la diffusion de l'information. De savoir ce qui se passe, comme vous l'avez dit, de ne pas réinventer l'eau chaude, ou l'eau tiède plutôt. Et ce que je voudrais savoir, si c'est dans vos missions, justement, de prendre en compte cette dimension de création de réseaux. J'ai bien compris que les pôles de TCTE, là, je sais pas quoi, ça faisait un peu partie de cette mission, en tout cas localement, mais est-ce que vous avez dans l'idée, plus globalement, même au niveau national, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme revue, comme site, vous voyez, nous on est dans une coopérative citoyenne pour la création d'énergie photovoltaïque,
Bon, on connaît énergie partagée, on connaît ENERCOP, mais on ne connaît pas. Et localement, il y a les AMAP et la ressourcerie, il y a toute une série d'institutions. Et les gens se connaissent, ça met du temps à créer des réseaux. Et je me demandais si au niveau au-dessus, on peut le faire au niveau local, mais si au niveau au-dessus, il y a des structures, voilà, des diffusions d'informations et de mise en réseau de ces petites herbes qui poussent à droite et à gauche, mais qui s'ignorent les unes les autres. Oui. C'est une question importante, hein, qui rejoint d'ailleurs la question du changement d'échelle, de la compréhension, des lames de fond, etc. Donc sur nos sujets, par exemple sur les pôles de coopération, on a établi une charte, hein, et il y a une forme de réseau qui s'organise autour des pôles de coopération. Vous avez vu que la proposition que l'on fait, c'est qu'il y ait une organisation nationale, hein, qui ne sera pas tenue par le labo, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais pour nous c'est important de monter un réseau des pôles de coopération. On l'a fait sur les circuits courts économiques et solidaires, il y a une charte, donc il y a une sorte de communauté de circuits courts, donc ça permet aux uns aux autres de se reconnaître de quelque chose et de pouvoir faire valoir. Simplement, quand on dit sur le changement d'échelle, il faut développer les moyens au réseau pour qu'ils puissent s'organiser, ça fait partie de cet ensemble. Alors, je sais qu'il y a un projet au CGET, à l'État et autres, de plus en plus, de pouvoir valoriser ces initiatives et de les inscrire sur des lignes je pense que là, le message est passé, hein, de pouvoir les inscrire dans des lignes de force. Il y a des travaux qui sont faits à la Caisse des dépôts et consignations aussi sur des sites d'échanges qui vont être faits. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus. En tous les cas, on travaille beaucoup travaillent sur cette même idée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rapprocher l'ensemble de ces initiatives, d'abord pour les unes les autres se connaître, avoir des échanges de savoir-faire, de compétences aussi dans certains cas, de connaissances, de compréhension. Voilà. C'est évident, il faut travailler sur ce point-là. Merci. Vous êtes un organisme indépendant et qui vous rémunère? Alors c'est une association là, de 1901, donc dans ce que j'ai cité au départ. Nous avons été financés pendant très longtemps par une fondation qui s'appelle la Fondation pour les progrès de l'homme, avec des compléments venant de la Caisse des dépôts. Par exemple sur la transition énergétique, l'ADEME nous aide à financer ces travaux. On a la DIES, la Direction interministérielle à l'économie sociale et solidaire, qui nous donne des fonds aussi. Après, la Fondation pour les progrès de l'homme, au bout de 6 ans, a dit « bon, moi, je ne peux pas continuer de façon importante ». Donc là, on a monté un club d'entreprise de l'ESS pour qu'elle puisse soutenir le think tank. Pour vous donner une idée, l'Institut Montaigne a un budget de 4 millions d'euros. Nous, on a un budget de 400 000 euros. Donc, voilà. On a des moyens, suivant nos sujets, sur le travail qu'on a fait sur Banque et Territoire, le Crédit Agricole a donné les moyens pour avancer sur notre expérimentation. Ensuite, suivant les sujets, on va chercher des acteurs qui peuvent aider à financer nos travaux. On va faire des appels à adhésion. Tous les moyens sont bons pour trouver les financements. Donc il n'y a pas un financeur finalement du labo, il y a une multitude de faisceaux de financement qui nous permettent de concilier notre budget. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des choses similaires à l'ESS dans d'autres pays, si c'était plus ou moins développé en France par rapport à l'étranger, par exemple. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans d'autres pays, qui ne portent pas le même nom, donc là c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je disais qu'on a des travaux européens à construire. Par exemple, en Italie, il y a beaucoup de coopératives. Quand je parlais de la transition énergétique citoyenne, en Allemagne aussi, c'est beaucoup des coopératives qui sont montées. Après, à ma connaissance, les mutuelles n'existent qu'en France, je crois. Il y en a ailleurs, tu dis ? On peut dire que 10% des emplois aux États-Unis relèvent du secteur équivalent de oui, d'accord. Mais sur des coopératives, c'est à peu près les mêmes forces. Il y avait des mutuelles. Ah oui. Mais je sais qu'en Europe, ça pose problème. On n'a pas réussi à avoir des statuts. Donc voilà, on va être. Donc oui, alors après, ça porte par exemple les pays anglo-saxons, l'Angleterre, certainement les États-Unis, une approche qui est un petit peu différente de nous.
Enfin, c'est une loi sur l'économie sociale et solidaire. Beaucoup aimeraient, enfin je sais que les Belges sont venus nous voir, nous ont dit on aimerait bien en monter une comme ça. Il y a une loi qui existe en Espagne, mais qui fait, je crois, 3 feuillets, enfin, bon, qui est totalement creuse. Enfin, voilà. Donc on est pas mal à la pointe, en tous les cas en Europe, on est pas mal à la pointe sur le sujet. Après, dans les pays d'Amérique du Sud, il y a beaucoup de structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, même si elles ne portent pas exactement le même nom. Merci. D'autres questions ou interventions? Dans la ligne des questions par rapport à changement d'échelle et puis de collaborer localement pour pouvoir changer d'échelle, est-ce qu'il y a dans les différents groupes locaux des gens qui ont fait une réflexion sur comment s'unir pour pouvoir capter les marchés publics, par exemple, comment avoir une surface d'offres suffisamment importante pour pouvoir soumettre un appel? J'aurais dû insister sur ce point, sur les pôles de coopération, c'est exactement ça. Hein. Les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, un des aspects intéressants des pôles territoriaux, c'est que ça leur permet de construire des réponses à des appels d'offres. Hein, c'est-à-dire que ça, voilà, ils mutualisent leurs moyens, leur capacité de réponse grâce aux pôles de coopération. Je me dis, à vous entendre, qu'il y a plusieurs niveaux, hein, bon, ce que vous avez souligné, mais bon, il y en a, mis à part de grandes entreprises, entre guillemets, qui sont basées sur la production de produits, il y a aussi toutes celles qui sont basées sur le développement de l'homme, c'est-à-dire tous les ateliers, toutes les entreprises d'insertion, et là, la question, évidemment, ça va autour des contrats aidés, toutes ces entreprises qui vivaient avec les contrats aidés qui ont été supprimés et qui donc ne vont plus assurer leur mission. Voilà. C'est comment plusieurs personnes engagées dans ces structures. Voilà. Oui. Alors, 2 choses sur les contrats aidés. La première, sur les contrats aidés qui touchent principalement le milieu associatif. Il y a beaucoup de mouvements en cours et je ne suis pas sûre qu'on est gain de cause. C'est pour ça que je relativisais les propos tout à l'heure de ce que l'on nous dit sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'on voit que dans les actes, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. Mais il semblerait que des moyens soient réfléchis pour abonder sur la partie contrat aidé associatif, pour éviter de passer par des contrats aidés et donner les moyens aux associations de pouvoir financer des contrats tout court, qui ne soient pas aidés. Sur l'IAE, c'est-à-dire l'insertion par l'activité économique, les entreprises d'insertion, les chantiers écoles, les régies de quartier, etc., à ma connaissance, et ça a été confirmé par le haut-commissaire quand on l'a vu, au contraire, ils vont démultiplier ces contrats aidés. Donc il y a une distinction entre les contrats qui rentrent dans le cadre de ces entreprises d'insertion par l'activité économique et les contrats aidés liés aux associations qui sont en forte diminution l'année prochaine. Merci. C'est un peu dans la continuité de votre question, effectivement, du fait que vous ironisiez un peu sur les déclarations du Nicolas Hulot. On sait à quel point la République en marche était attachée aux logiques du marché, productivité, compétitivité, choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est un quinquennat qui va aller plus ou moins dans votre sens? Est-ce que ça risque de, par exemple, vous pousser à adopter une position plus militante ou des choses comme ça? Alors d'abord, je pense que les choses changeront, c'est pour ça que j'insiste aussi sur le territoire, si les acteurs se mettent ensemble et si on fait force.
Et tout ce que l'on a fait avancer, c'est que les politiques n'ont fait qu'entériner finalement ce qu'on a inventé et ce qu'on a fait. Donc je ne crois pas que ce soit les politiques qui soient en capacité de mettre en place un certain nombre de choses si ce n'est pas nous qui l'avons inventé derrière. Bon, après, il y a la question des moyens et l'accompagnement. Nous, on a regretté évidemment de quitter Bercy, parce qu'on était le ministère de l'économie sociale et solidaire était à Bercy, donc reconnu comme une économie. Et le fait d'être à Bercy, c'était transverse. Donc maintenant, on est rattaché au ministère de Nicolas Hulot. A priori, on est venu à plusieurs reprises qu'il y a des propos bienveillants sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on verra dans le temps. Il n'est pas là depuis si longtemps. En tous les cas, on va travailler avec eux et avec les acteurs de l'ESS pour faire en sorte qu'on ne soit pas oublié dans les projets. Je crois qu'on devient maintenant assez fort pour faire entendre notre voix si on veut bien le faire. C'est vrai que cette question des contrats aidés qui vient d'être rappelée a quand même jeté un froid dans le monde associatif qui a son importance sur la question du lien social sur les territoires. Les acteurs associatifs, répétés par tous les ministres actuellement, la ministre de la Culture l'a redit avant-hier et va le redire demain soir dans un petit mot qu'elle a écrit pour nous dans une rencontre que nous organisons. Nicolas Hulot le redit quand on a inauguré les canaux là, à Paris. C'est un local qui a été monté, enfin un lieu spécifique pour l'économie sociale et solidaire. Le haut-commissaire le répète constamment. Donc voyons les actes. Mais in fine, c'est nous qui construirons. Pendant les états généraux, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas rien, et puis bon, on a construit les choses. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de nous en arrêter là. Merci à Françoise Bernon pour son intervention. Merci à vous. Merci à vous.